Kétou, c'est bien plus qu'une ville historique. C'est un souffle ancien, une mémoire vivante où chaque pierre, chaque sentier, chaque souffle de vent porte l'écho des ancêtres. Ici, le temps ne se lit par l'horloge, mais se mesure à l'ombre dressée par le soleil au rythme des tambours. Pas des tambours de fête ou de spectacle, non, ceux qu'on appelle Atchan, Gankogi ou encore Aklokoto. Les tambours qui parlent, qui prient, qui guérissent. Dans ce monde-là, le maître de la parole rythmée, c'était Agbossou. Un vieil homme droit comme un Iroko, dont les mains usées mais puissantes savaient dialoguer avec l'invisible. Chaque matin, avant que le coq ne chante, c'était son tambour qui réveillait Kétou. 3 coups pour l'aube, 7 pour les esprits, 9 pour les vivants. Il ne frappait pas au hasard, il invoquait, il reliait les mondes. Et les anciens disaient que lorsque Agbokou jouait, même les morts se levaient pour écouter. À ses côtés grandissait Kokou, son petit-fils, un enfant vif, à l'œil curieux, au cœur partagé entre deux mondes. Il respectait son grand-père, admirait sa maîtrise, mais en lui brûlait une autre musique. Une musique faite de basses profondes, de boucles digitales, de sons venus d'ailleurs. La nuit, pendant que les anciens racontaient les épopées d'Obaou d'Oromila, autour du feu, Kokou s'isolait. Il glissait ses écouteurs entre les oreilles, volait quelques mégas de connexion chez le boutiquier et s'évadait. Jazz, afrobeat, trap, il découvrait un univers où les tambours se mêlaient à l'électronique, où la tradition se mariait à l'innovation. Sur des boîtes de conserve, il reproduisait les rythmes qu'il entendait, il improvisait, il criait. À la place des chants sacrés, il y avait des samples. À la place des invocations, des refrains. Aux veillées des jeunes, c'était lui qu'on applaudissait, pas pour avoir prié les dieux, mais pour avoir fait danser les cœurs. Le vieux tambour, il ne le rejetait pas, il l'aimait, mais c'était une flamme qu'il regardait de loin, comme on observe une légende, belle, majestueuse, mais étrangère. Le monde d'Agbossou était celui des ancêtres. Celui de Kokou battait dans les haut-parleurs. Ce matin-là, le soleil tarda à se lever sur Kétou. L'air était épais, les corps se turent et même les feuilles semblaient s'être figées. Le vieux Agbossou avait rejoint les ancêtres. Sans bruit, sans adieu, assis comme à son habitude, le dos droit, les mains posées sur l'Aklokoto. On aurait cru qu'il méditait, mais son souffle s'était éteint. La nouvelle se répandit comme un frisson, un silence lourd enveloppa le village. Un silence qu'il n'était pas seulement celui du deuil, c'était un silence plus profond, un silence sacré. Le tambour ne parlait plus, et tout le monde savait ce que cela signifiait. L'Aklokoto sculpté dans le cœur d'un Iroko millénaire, transmis de maître en maître, n'était pas un simple instrument. C'était une relique vivante, une entité sacrée. Lorsqu'un maître meurt, dit la tradition, l'esprit du tambour erre entre les mondes, à moins qu'un nouveau porteur ne le réveille. Pour cela, une cérémonie doit avoir lieu dans la forêt interdite, au milieu des invocations et des danses ancestrales. Le nouveau maître choisi par les signes doit battre l'Aklokoto une dernière fois au nom de l'ancien. C'est ainsi que le cycle se perpétue. C'est ainsi que l'équilibre est préservé. Mais cette fois-ci, les regards se tournaient vers un garçon au jean troué, au casque visé sur les oreilles, au rêve numérique. Kokou. Il n'était ni initié ni prêt. Il n'avait jamais mis les pieds dans la forêt sacrée. Il n'avait pas reçu les tatouages ni bu des décoctions amères. Le tambour sacré, c'était son héritage, oui, mais c'était aussi un poids, une promesse à vie, une vie d'interdit, de rituel, de renoncement. Et lui, il voulait vivre, libre, voyager,
monté sur des scènes, fait vibrer les foules. Il avait été repéré sur Instagram, contacté par un beatmaker. Cotonou l'attendait. Les studios, les concerts, les possibles. Face au tambour endormi, dans la pénombre de la case ronde, Kokou sentait les deux mondes tirer sur lui. L'un l'appelait à honorer le passé, l'autre à crier son avenir. Mais il savait une chose, le tambour ne tolère ni hésitation ni oubli. Et le village déjà commençait à entendre le silence comme une menace. La nuit était moite, l'air pesait comme une main invisible sur la poitrine de Kokou. Il s'endormit tard, les pensées embrouillées, les oreilles bourdonnant d'un silence qu'il ne reconnaissait plus. Et alors qu'il sombrait enfin dans le sommeil, le rêve s'invita, brutal, puissant. Il était dans la forêt, une forêt qu'il connaissait, mais qui lui semble étrangère. Les arbres y dansaient sans vent, le sol fumait, l'atmosphère était chargée d'un mélange inquiétant, feu, sang, eau. Au centre d'une clairière, la clocoto battait, seule, sans main. Le tambour pulsait de lui-même, vivant, vibrant, monstrueux. Chaque frappe faisait trembler le sol, chaque vibration semblait arracher une partie de son âme. Une silhouette apparut, une femme, vieille, maigre, moitié nue, couverte de scarifications anciennes. Ses yeux brillaient comme deux braises. Elle ne parlait pas. Elle tendit deux baguettes noires, fines comme une épine, sombres comme une malédiction. Alors une voix se leva, grave, caverneuse, celle d'Agbossou. Si tu refuses, ne bats plus jamais un seul rythme sur cette terre. Kokou se réveilla en sursaut, trempé de sueur. Sa chambre lui semblait soudain trop petite. Il courut dehors. Le matin, les nouvelles tombaient. Toutes les poules du village avaient été retrouvées mortes, le bec figé vers le ciel. Le grand puits, source principale d'eau, s'était tari pendant la nuit. Les femmes murmuraient, les anciens se taisaient, puis comme une plainte étouffée, les premières rumeurs jaillissent. Le tambour est fâché, l'esprit d'Agbokou tourne encore, Kokou tarde et les dieux punissent. Tout autour de lui semblait se désagréger. Même le son dans sa tête n'avait plus le même goût. Les rythmes qu'il aimait lui semblaient creux. Ses mains tremblaient. L'appel du tambour ne le quittait plus. Il le sentait dans ses os. Il l'entendait dans le silence. Il le portait comme on porte un nom trop grand. Mais il avait peur. Peur de mal faire, peur de trahir, peur de ne pas être à la hauteur. Il ne connaissait ni les sons, ni les codes, ni les esprits. Il n'était qu'un enfant des écrans, pas un fils d'initié. Alors il doutait, et ce doute était peut-être pire que le refus. La nuit s'étendait sur Kétou comme un drap de velours noir. Les tambours, eux, se taisaient encore. La case du vieux Agbossou était restée fermée, comme scellée par le destin. Pourtant, tout le monde savait. Ce soir-là, le choix serait fait. Dans sa chambre, Kokou était assis sur son matelas, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. Les notifications clignotaient, messages vocaux, appels manqués, vidéos. Une affiche numérique tournait sur WhatsApp. Live Tonight à Cotonou. Invité spécial, Kokou, le prodige aux doigts d'or. Il n'avait qu'à dire oui, prendre un taxi, jouer, briller et peut-être commencer une nouvelle vie, loin des obligations, loin des traditions. Mais dans sa tête, un autre rythme battait. Pas celui du trap ni du jazz, mais celui sourd et ancien de Lac Lokoto. Il ne l'entendait pas, il le sentait. Dans sa poitrine, dans ses tempes, dans ses lames qu'il retenait mal. Le tambour l'appelait, pas comme un instrument, comme un frère qu'on abandonne, comme un père qu'on renie. On frappa doucement à la porte. Le chef du village entra, drapé de blanc, l'échine courbée par les ans, mais le regard toujours aussi profond. Il ne dit pas grand-chose, juste ces mots. Fils, si tu ne veux pas, nous comprendrons, mais sache que certaines routes
ne se reprennent pas. Puis il tourna le dos et s'en alla. Le silence tomba. Pas un bruit, pas même un cri d'oiseau. Coco resta là, seul, avec cette phrase qui tournait dans sa tête comme un mantra fatal. Certaines routes ne se reprennent pas. Il ferma les yeux, les tambours se mirent à battre, pas dehors. En lui, il tapait à la porte de son âme. Il comprit alors que ce n'était pas une question de modernité contre la tradition, pas une guerre entre passé et avenir. C'était plus profond, c'était une histoire de fidélité à soi, aux siens, à ceux qui se battent bien avant qu'on ne sache jouer. Et Coco pleura, pas de peur, pas de faiblesse. Il pleura parce qu'il savait que quoi qu'il choisisse, il ne sortirait plus jamais le même de cette nuit. Le jour se leva sans bruit, pas un coq, pas un chien. Même les arbres semblaient retenir leur souffle. Que tout se réveilla comme un sanctuaire suspendu entre deux mondes. Ce matin-là, nul ne se salua. Chacun savait, l'heure était grave. Coco, vêtu de blanc des pieds à la tête, franchit les portes invisibles de la forêt sacrée. Seul, le chemin était étroit, tapissé de feuilles mortes, bordé de vieux hirocos tordus comme des veilleurs muets. À chaque pas, le sol semblait vibrer sous ses sandales, comme si la terre elle-même devenait ce qu'il portait en lui. Au cœur de la forêt, elle l'attendait. Les prêtresses, drapées de tissu indigo, le visage couvert de kaolin, elles formaient un cercle vivant. Aucune parole, aucun sourire, juste le chant grave du silence ancestral. On le fit asseoir, on peignait sur sa peau des symboles anciens, des spirales et des croix que seul l'initié peut comprendre. On lui fit boire un vin amer, infusé de cola, de feuilles sacrées, de larmes peut-être. Il sentit le feu monter, le monde tourna, on posa le tambour devant lui. Lac Lokoto, massif, noir, majestueux. Il n'avait pas été frappé depuis la mort d'Agbossou. Il dormait et il attendait. Coco posa les mains dessus, fermées puis ouvertes. Il ferma les yeux, invoqua rien, demanda rien. Il respira et frappa. Une fois, deux fois. Le son ne fut pas un son, c'était un cri, une prière, une libération. Les arbres frémirent, les oiseaux s'envolaient, puis revinrent. Chaque frappe racontait une histoire qu'il n'avait jamais apprise, mais qu'il connaissait. Il pleura, pas de douleur, mais de reconnexion. Ses mains ne jouaient plus, elles traduisaient. L'esprit de son grand-père était là. Les voix des ancêtres étaient là. Il les sentait dans la vibration du bois, dans la sueur sur sa nuque, dans la poussière qui se levait sous ses pieds. Il battit jusqu'à ne plus sentir ses bras, jusqu'à ce que le monde entier soit un seul rythme. Au village, on entendit. Les vieux se levaient, les femmes chantaient, le ciel s'ouvrit, une pluie fine, chaude, douce bénit la terre. Le grand puits à moitié tari se remit à couler, les feuilles redeviennent vertes et quelque part, dans un souffle invisible, le vieux Agbossou soupira apaisé. Coco ne partit jamais. Oui, il alla à Cotonou. Oui, il monta sur scène. Oui, il signa des contrats. Mais il ne s'installa pas car quelque chose en lui ou quelqu'un avait planté une racine plus profonde que tous les rêves numériques. Il revint à Kétou. Et de ces deux mondes, il en créa un troisième. Là naquit un lieu unique, tambour et bitrate. Un studio, une école, un sanctuaire. On y croisait des enfants aux dreadlocks, des anciens en boubou, des prêtresses et des beatmakers. On y apprenait à coder des sons, mais aussi à lire le silence, à composer avec un clavier, mais aussi à parler au bois, à respecter le passé tout en sculptant l'avenir. Coco ne jouait plus seulement pour lui. Il transmettait, il traduisait. Il battait le rythme de son temps
avec la sagesse de ceux qui l'ont précédé. Et chaque fois qu'un jeune touchait un tambour pour la première fois, il murmurait « N'oublie jamais d'où vient le son ». L'avenir ne renie pas le passé. Les racines profondes ne bloquent pas la croissance. Elles la nourrissent. Quand tu bats ton propre tambour, assure-toi d'abord qu'il résonne avec l'âme de ceux qui t'ont porté.